Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à une dizaine de kilomètres au nord de Boulogne-sur-Mer dans la matinée du lundi 30 septembre 1909. Nous sommes à Wimereux exactement et le jeune Charles de Gaulle attend, comme tous les matins, l'arrivée du facteur. Voilà 3 semaines qu'il a passé les concours de Saint-Cyr et désormais, comme tous les jeunes gens qui passent des examens, il attend les résultats. Enfin, c'est plus qu'un examen, c'est un concours. Les résultats doivent arriver d'un instant à l'autre. C'est la première fois que Charles a passé le concours pour entrer dans cette prestigieuse école militaire. Il est rare de réussir ce concours dès la première tentative, mais dans cette matinée de septembre 1909, le facteur apporte la lettre qu'attendait l'étudiant. On décachette et le résultat est à la hauteur des espérances. De Gaulle est admis à Saint-Cyr. Charles va donc faire ses valises, il doit rentrer à Paris pour préparer la rentrée qui a lieu dans une semaine. Il y retrouve ses parents, ils sont évidemment fiers de leur fils qui vient de réussir. Charles a grandi dans une famille qui est patriote, catholique, volontiers monarchiste. Son entrée à Saint-Cyr, c'est exactement ce qu'on attend dans ce genre de famille, c'est la fierté de tout le monde. En vertu d'une récente loi, Charles doit passer 1 an dans un régiment avant d'intégrer l'école. Il s'agit pour les futurs officiers d'apprendre à obéir avant d'apprendre à commander. C'est la formule de l'école qui est assez belle, je trouve. Apprendre à obéir avant d'apprendre à commander. De Gaulle va passer 1 an à Arras, en l'occurrence, au sein du 33e régiment d'infanterie. Et c'est dans ce régiment qu'il se trouve au moment de la déclaration de la guerre. Il va ensuite, après ce premier passage à Arras, il va passer 2 ans sur les bancs de Saint-Cyr, donc de 1910 à 1912. Ce qui marque évidemment ses contemporains, c'est la grande taille de ce jeune homme, évidemment. Certains l'appellent double maître, d'autres l'appellent carrément l'asperge, c'est moins sympathique. La hiérarchie note la conduite irréprochable de l'élève de Gaulle. Un jour, un de ses camarades dit de lui « J'ai l'impression que vous êtes voué à un destin exceptionnel. » Et Charles de Gaulle lui répond « Mais moi aussi !» Oui, il y a comme ça des prédestinations. Julian Jackson a écrit une grande biographie de Gaulle aux éditions du Seuil qui s'appelle « De Gaulle, une certaine idée de la France » et voilà ce qu'il nous dit. De Gaulle passe ses vacances d'été dans un village du pays de Bade afin de parfaire sa maîtrise de la langue de l'ennemi, comme il l'écrit. L'allemand était certainement la langue qu'il maîtrisait le mieux et il avait une assez grande familiarité avec la littérature allemande qu'il cite fréquemment, notamment Goethe. Mais les lettres qu'il envoie à sa famille pendant ce séjour ne manifestent nulle fascination pour l'Allemagne. Il paraît indifférent à ce qui l'entoure, la campagne, l'architecture, la culture. Une seule chose le fascine, la guerre, la précédente et la suivante. Il est particulièrement intrigué par les traces de la guerre de 70 et note que dans chaque village, on trouve une plaque avec le nom des soldats morts pendant ce conflit. Comme une grande partie des Français, De Gaulle n'attend qu'une chose, c'est qu'on puisse prendre la revanche sur l'Allemagne. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la revanche est proche et qu'il va y prendre une pleine part. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1912, le sous-lieutenant de Gaulle sort de Saint-Cyr avec un bon classement. Il est 13e de sa promotion. Il choisit de rejoindre l'infanterie. Il retourne au sein du 33e régiment, donc, qu'il avait connu, et qui désormais est dirigé par un certain colonel Pétain. De Gaulle, comme tous ses contemporains, observe cette marche inévitable vers la guerre. On ignore le jugement qu'il porte sur ces événements. L'armée, c'est la grande muette, n'est-ce pas ? Ces officiers, tout comme les soldats, peuvent exprimer très peu d'opinion. On n'émet pas d'avis politique. Cependant, le 1er août 1914, il se procure un petit carnet, et dans ce carnet, il va écrire tout ce qu'il vit au quotidien. Il va noter ses impressions. Le lendemain, ce n'est pas un hasard, la guerre éclate entre la France et l'Allemagne, et De Gaulle fait partie de ceux qui sont enthousiastes à l'annonce de cette guerre. Ça y est, l'heure de cette revanche qu'il espérait a sonné. Dans ses mémoires, il écrira « Ma prime jeunesse imaginait sans horreur et magnifiait à l'avance cette aventure inconnue. » Dans son carnet, il écrit avec un peu de solennité
Adieu mon appartement, mes livres, mes objets familiers, comme la vie paraît plus intense, comme les moindres choses ont du relief, quand peut-être tout va cesser. Oui, cette présence de la mort rend chaque instant de la vie plus précieux peut-être. Charles n'est pas le seul de Gaulle qui rejoigne le front, puisque ses 3 frères vont également revêtir l'uniforme, et puis sa sœur Marguerite, nommée infirmière-major, va être mobilisée à Calais. Charles, quant à lui, est envoyé en Belgique, dans la ville de Dinant. Il est chef de section, donc toujours au sein de ce 33e ERI. La 5e armée dans laquelle se trouve ce régiment, le régiment de Gaulle, a pour mission de barrer la route aux Allemands. Et inutile de vous dire qu'on a bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Le 15 août 1914, les 2 armées se font face. Il n'y a plus que la Meuse qui les sépare. Ça va être, pour le lieutenant Charles de Gaulle, le baptême du feu. Vous écoutez Radio Classique. 15 août 1914, c'est donc le baptême du feu pour le lieutenant de Gaulle. Voici ce qu'il écrit. « Je hurle, première section, avec moi en avant, et je m'élance, conscient que notre seule chance de réussite est de faire très vite avant que l'ennemi, qu'on voit refluer précipitamment, n'ait eu le temps de se retourner. J'ai l'impression que mon moi vient à l'instant de se dédoubler, un qui court comme un automate, et un autre qui l'observe avec angoisse. J'ai à peine franchi la 20aine de mètres qui nous séparent de l'entrée du pont que je reçois au genou comme un coup de fouet qui me fait manquer le pied. Les 4 premiers qui sont avec moi sont également fauchés en un clin d'œil. Je tombe et le sergent, debout, tombe sur moi, tué raide. Alors, c'est pendant une demi-minute une grêle épouvantable de balles autour de moi. Je les entends craquer sur les pavés et les parapets, devant, derrière, à côté. Je les entends aussi rentrer avec un bruit sourd dans les cadavres et les blessés qui jonchent le sol. Et je me tiens le raisonnement suivant. Mon vieux, tu y es. Puis à la réflexion, la seule chance que tu aies de t'en tirer, c'est de te traîner en travers de la route jusqu'à une maison ouverte à côté une jambe complètement engourdie et paralysée. Je me dégage de mes voisins, cadavres ou ne valant guère mieux, et me voici rampant dans la rue, sous la même grêle qui ne cesse pas, traînant mon sabre par sa dragonne encore à mon poignet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un baptême du feu très violent, et tout de suite De Gaulle a été blessé, et tout de suite il est évacué, hospitalisé. On va le soigner à Paris pour fracture du péroné par balle avec éclat dans l'articulation. Son premier combat aura donc duré 20 secondes. De Gaulle est effondré. Quand je dis qu'il est effondré, d'ailleurs la vérité serait plutôt de dire qu'il est très en colère. Il enrage, il n'a qu'une idée en tête maintenant, c'est de retourner combattre. Et avant même qu'il ait été totalement rétabli, le voilà qui quitte l'hôpital, tout le monde le dissuade d'y retourner aussitôt, mais le lieutenant de Gaulle ne peut pas attendre, il veut de nouveau être au feu, être au front. Et le 18 octobre 1914, le voilà qui rejoint son régiment dans l'Aisne. Dans les mois suivants, devant le comportement exemplaire de Gaulle, ses supérieurs vont le nommer capitaine, ça c'est en février 1915, et le lieutenant-colonel Boudor, qui dirige le régiment, va le prendre pour adjoint direct. Donc il devient le bras droit en quelque sorte du commandant du régiment, le lieutenant-colonel Boudor. Le 6 mars, De Gaulle reçoit encore un éclat, cette fois dans l'oreille gauche. Il souhaite rester sur le front néanmoins, mais 4 jours plus tard, c'est à la main gauche qu'il est blessé par balle. Et alors là, il sera gêné toute sa vie par cette blessure. C'est ce qui explique notamment qu'il ait porté son alliance à la main droite. Il refuse pour autant d'être évacué pour se soigner, mais 1 mois plus tard, la douleur est devenue vraiment trop intense. Elle ne l'a pas quitté. Donc là, il faut bien qu'il se rende à l'hôpital quelque temps. Puis il rejoint son régiment en Champagne 2 mois plus tard. On est donc là en juin 1915. Et puis les mois passent. Les armées sont toujours enterrées dans leurs tranchées. Vous savez, c'est cette guerre de position qui devient complètement statique avec ces assauts permanents, très meurtriers. Arrive finalement l'année 1916. L'année 1916, elle se résume à 2 syllabes. Verdun, bien entendu.
cette cruelle bataille qui dure de février à décembre 1916 va complètement modifier le destin de ce capitaine de Gaulle, puisque le 26 février, les Allemands se saisissent du fort de Douaumont et que le 33e Héry doit se rendre dans la ville de Douaumont, dans laquelle les dernières troupes françaises sont en train de résister. C'est une bataille d'artillerie, Verdun. Il y a ce feu roulant des canons allemands. Au sein du 33e Héry, le nombre des morts et des blessés est effroyable et la compagnie du capitaine de Gaulle est littéralement décimée. Le 2 mars 1916, le régiment, enfin ce qu'il en reste, est entièrement encerclé et de nouveau je cède la parole à Charles de Gaulle lui-même. Notre feu me paraissait avoir dégagé de Boche un vieux boyau écroulé qui passait au sud de l'église. N'y voyant plus personne, je le suivis en rampant avec mon fourrier et 2 ou 3 soldats. Mais à peine avais-je fait 10 mètres que dans un fond de boyau perpendiculaire, je vis des Boches accroupis pour éviter les balles qui passaient. Ils m'aperçurent aussitôt. L'un d'eux m'envoya un coup de baïonnette qui traversa de part en part mon porte-carte et me blessa à la cuisse. Un autre tua mon fourrier à bout portant. Une grenade qui m'éclata littéralement sous le nez quelques secondes après acheva de m'étourdir. À ce moment-là, on se dit que ça y est, de Gaulle est mort au combat. Au soir, le lieutenant-colonel Boudor reçoit la note suivante. Le capitaine de Gaulle, ce magnifique soldat d'une exceptionnelle valeur, d'un sang-froid imperturbable et d'un courage intrépide, est tombé à la tête de ses troupes, grièvement blessé. Et on va annoncer sa mort à sa famille. Son père, quand il apprend ça, dit « Mon fils est mort en faisant son devoir ». Celui qui signe la citation à l'ordre de l'armée fin mars 1916, c'est le général Pétain. Le capitaine de Gaulle, commandant de compagnie réputé pour sa haute valeur intellectuelle et morale, alors que son bataillon subissant un effroyable bombardement était décimé et que les Allemands atteignaient sa compagnie de tous côtés, a enlevé ses hommes dans un assaut furieux et un corps à corps farouche, seule solution qu'il jugeait compatible avec son sentiment de l'honneur militaire. Le capitaine de Gaulle est tombé dans la mêlée, c'était un officier hors pair à tous égards. Il est tombé. La vérité, c'est que le capitaine est bien vivant. Il s'est réveillé quelques heures après les combats. Les soldats allemands étaient en train de l'emporter à Mayence pour le soigner, mais après les soins, évidemment, c'est la prison qui attend l'officier français. De Gaulle est donc maintenant prisonnier de guerre, mais il n'a plus qu'une idée en tête, c'est s'évader pour s'en aller regagner le front. Franck Ferrand sur Radio Classique. À 26 ans, Charles est donc prisonnier des Allemands alors que sa famille le croit mort au combat. Uta Hinz a écrit dans De Gaulle, soldat de 14-18, je la cite, « De nombreux officiers, surtout parmi les plus jeunes, n'avaient qu'une idée en tête, fuir l'Allemagne et la vie misérable des camps. On n'en resta pas à l'élaboration de plans et les innombrables tentatives d'évasion constituaient un des problèmes principaux de l'administration militaire allemande. La menace de sanctions et les maigres chances de réussite n'empêchaient pas les officiers d'entreprendre les évasions souvent planifiées avec minutie. Ils fuyaient seuls, à 2 ou en groupe. Ils se procuraient des cartes et des boussoles, des tenues civiles et parfois même des uniformes allemands. Ils voyageaient par le train déguisés ou essayaient de passer la frontière lors de marches nocturnes. Toutes les précautions prises pour parer à de telles tentatives furent vaines face à l'imagination des fugitifs. Quand ils étaient repris, certains planifiaient de suite la tentative suivante. Et parmi ceux qui font ça, qui dès qu'ils sont repris se remettent au travail, il y a De Gaulle qui ne supporte pas de rester éloigné du champ de bataille, d'autant plus que la prison dans laquelle il se trouve est une des plus éloignées de France. D'abord, il a été envoyé à Szczucin, dans l'actuelle Pologne, pas très loin de la frontière lituanienne, il n'est pas resté bien longtemps, et en septembre 16, le capitaine De Gaulle a été envoyé en Bavière, à Ingolstadt, au sein du fort 9. Là, il est autorisé à écrire à sa famille pour donner des nouvelles. Vous imaginez le soulagement pour les De Gaulle d'apprendre que leur fils est toujours en vie. Sauf que pour lui, pour Charles, c'est une honte de se trouver comme ça prisonnier et d'être obligé de le dire à sa famille. Il va tenter de s'évader dès son arrivée dans cette nouvelle prison. Le plan est simple. De Gaulle a remarqué que l'infirmerie du fort est beaucoup moins surveillée que le fort lui-même. Donc, il faut y être envoyé afin d'échapper à la surveillance des gardes. De Gaulle avale une forte dose d'acide picrique
et il se présente dès le lendemain à l'infirmerie. Il a tous les symptômes de la jaunisse. Le médecin l'envoie bien sûr se soigner, et là à l'infirmerie, avec un complice, il va parvenir à se procurer des habits civils, et 2 jours plus tard, les voilà tous les deux, qui arrivent à se faire passer pour des visiteurs et à sortir du camp en plein jour. Il s'agit de gagner la frontière suisse, qui est à quand même 300 km. À la fin d'octobre, De Gaulle et son camarade marchent nuit et jour. En fait, ils marchent surtout la nuit, et le jour sont obligés de plus en plus de se cacher. Seulement après 8 jours et 200 km, ils ont été repérés, reconnus par évidemment par leur mauvais aspect. Ils sont arrêtés, identifiés et ramenés au point de départ. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va y en avoir comme ça des tentatives nombreuses. De Gaulle progressivement devient l'officier qui cumule le plus de tentatives d'évasion, et à chacune d'elles, il parvient à sortir du camp dans lequel il se trouve, mais se fait attraper avant d'atteindre la frontière. Peut-être en partie du fait de sa très haute taille. Toutes ces tentatives ont été l'objet d'un récit écrit de la main de Charles de Gaulle. Des compagnons de cellule ont également écrit sur le sujet, et la Fondation de Gaulle a rassemblé tout ça sur son site internet, ce qui permet de les consulter. Et on voit là l'imagination du capitaine de Gaulle, son insatiable volonté de quitter la prison et l'Allemagne. Sa dernière tentative, elle date de juillet 18. Charles avait remarqué que tous les lundis, un panier contenant du linge sale quittait le camp. Alors, il a remarqué surtout que le soldat allemand qui était chargé de surveiller ce panier se souciait davantage de sa cantine que du linge sale. Et c'est comme ça que le 7 juillet, avec l'aide de plusieurs complices, il parvient à se cacher dans le panier. Le plan fonctionne. De Gaulle est transporté à la blanchisserie dans le village d'à côté. De là, il peut s'échapper. Mais après 3 jours de marche, ça y est, il est pris cette fois d'une intense fièvre. Il décide de prendre le premier train pour la frontière en espérant qu'il n'y ait pas de contrôle. Seulement, à Francfort, il y a 2 contrôleurs qui entrent dans le wagon et qui demandent son Ausweis. Et devant son impossibilité à présenter un quelconque papier d'identité, il est remis à la police et le voilà renvoyé vers son camp d'origine. On peut pas dire que cette évasion aura été inutile pour lui, puisque à son retour dans la prison, De Gaulle dira avoir perçu dans le comportement des militaires et des civils allemands le signe d'un renoncement proche. Et il écrit à sa mère en août 18 « Malgré les circonstances qui ont amené ce voyage, je ne suis pas fâché de l'avoir fait. Voyager pour un prisonnier, c'est l'occasion de voir et de juger de bien des choses. » Effectivement, en octobre, des officiers allemands vont confier qu'un armistice est maintenant inévitable. On ignore quel a été exactement le sentiment de De Gaulle. On peut imaginer que c'était beaucoup de joie et un peu d'amertume de ne pas avoir pu se battre davantage. Dès la fin du mois de novembre 18, De Gaulle pourra rejoindre sa famille en Dordogne. Ses 4 frères sont revenus sains et saufs, mais Charles va vivre d'une certaine manière ce long emprisonnement comme un déshonneur. On peut dire qu'il aura dans la vie de très nombreuses occasions de se racheter. Vous écoutez Radio Classique.